Madame, monsieur, étudiants, followers, moun tout côté, nous voici revenus, Eco Club, votre émission préférée du dimanche. On m'a dit qu'on se bat, on arrête tout, on arrête les jogging, on arrête la messe, on arrête les disputes, on arrête le manger, attention qu'il ne brûle pas, pour suivre Eco Club. Aujourd'hui, nous sommes là, prêts à débattre d'une grande question, et cette grande question a trait à celle de non pas de la corruption, celle du complot. Alors, est-ce qu'il y a un complot à l'échelle planétaire contre la Guadeloupe? Et est-ce que les Guadeloupéens sont capables peut-être d'un complot? On va parler de ça. Alors, pour en parler, nous sommes au complet. On va commencer d'abord par ma droite spatiale. Jean Seymour, bonjour. Alors, bonjour à toi, Nico. Bonjour à vous, chers amis du plateau. Et bonjour aux téléspectateurs de Canal, d'Eco Club. Les fans d'Eco Club qui nous Ça va, Jean, ça va? Ça va parfaitement, un peu tonus comme d'habitude. Surtout bien frais aujourd'hui. Bien frais, oui, même si on a les occupations du matin. Oui. Mais il faut faire très vite pour arriver à Eco Club à l'heure. Donc, ok, très bien. Merci. Notre sage, Jean Ramaille. Bonjour Jean, comment vas-tu? Raymond Ramaille, pardon. Comment vas-tu, Raymond? Ouais. Ben, ça va. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Italique. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et puis, bonnes vacances de Pâques à tout le monde. À tous ceux qui sont en vacances. Ah oui, Raymond, on me dit que tu es quelqu'un qu'on aime beaucoup à Eco Club parce que tu dis ce que tu penses. Ah ben, autant que possible, j'essaie de rester dans la vie réelle, de la vie de tous les jours, et sans m'enfermer dans une idéologie pour m'empêcher de parler, ou alors suivre une idéologie. J'essaie de rester moi-même. C'est parfait, merci beaucoup. Raphaël Spéronel, bonjour Raphaël. Juste une question, est-ce qu'on te dit qu'on m'aime beaucoup aussi? Oui, on me dit qu'on t'adore. Ah d'accord, bon, ça me rassure. Donc bonjour voilà. À tous ceux qui ne m'adorent pas, oui. Bonjour à tous ceux qui me haïssent, et puis ceux qui m'adorent, gros bisous comme d'habitude. Non, ça va, la vie est belle, effectivement, comme Jean, le matin, il ne faut pas témoigner pour arriver ici à 8h, à 10h, c'est déjà 8h. Oui. Mais c'est un plaisir inégalé. Tout à fait. Et bonjour à... excuse-moi. Bonjour à Tempérance. Ah, mon Dieu. Ma petite Tempérance. Elle m'a dit tellement de choses sur toi, Nico, que j'ai un problème. Aïe, aïe, aïe. J'ai un doute sur sa filiation. Ah, c'est bien. Mais en tout cas, spirituellement, ça peut être bon. Je suis prêt pour une filiation spirituelle. Alors, Tempérance, je te dis un gros bonjour. Je te fais un gros bisou, moi aussi, même si je n'ai pas la chance d'être ton papy. Alors, bon courage et à bientôt. Voilà. Donc, on a fait le tour de nos acteurs. Alors, René Beauchamp va nous rejoindre tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Et je présente les excuses de Collet, qui a un empêchement. Et je salue Nestor Mandré, l'homme du café chaud, et pas du café Chololo, mais du café chaud, qui sera bientôt de retour parmi nous. Alors, pour parler en fait de la Guadeloupe, on va prendre en otage une chanson. Alors, je ne sais pas si la régie serait prête à nous passer 30 secondes d'une chanson. J'ai envie de l'écouter, de vous la soumettre pour qu'on puisse en discuter. Allez-y. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé le boulot. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. On va malfaiteur, on va voler, on va couillonner. Yo gabé payer sans pas acheter, sans pas commander. Impossible, taxi, TVA passer par là. Yo associé avec diable, yo associé avec Satan. Tout richesse ça yo, petit dos à malheureux. Quand la vie depuis Goliath, tous les jours un cabat pour essayer de joindre les déboutes, mais l'État continue colgate. Yo capige yo même les vrais que ou kanami ça qui yo pouvoir qui li money yo ka fait ça yo laisse l'argent pas fait pour chien ça vient pour toujours tini son nous pas la vête yo dad yo tini pour pas piller malhonnête c'est l'est yo la mafia c'est yo la mafia c'est yo la mafia c'est yo et c'est yo même Introduction un peu violente. Bon, alors, la mafia, c'est yo et c'est yo qui a gouverné.
avant de parler de la question du complot, j'ai voulu faire un détour sur le fait que actuellement tout est judiciarisé. Et est-ce qu'on a aussi intérêt à jeter l'eau avec le bébé du bain? Est-ce qu'on a intérêt à jeter le bébé avec l'eau du bain ou pas? Ou est-ce qu'il faut nécessairement passer par ce détour de dénonciation? Alors, parce qu'en fait, 3 choses rapides. On a actuellement en Guadeloupe 2 ministres guadeloupéens devant le tribunal correctionnel. On nous dit partout que l'argent de Cassave aurait disparu, on ne sait pas par où il est passé, on a peur de savoir par où l'argent est passé. On nous dit que l'argent du MAC n'est pas sur son compte. On nous dit aussi que partout, les élus sont suspectés de malversation. Et pire, et ce sera la dernière chose, j'ai appris hier qu'un citoyen a pris sa plus belle plume pour dénoncer l'élu de sa commune en disant « Attention, monsieur sont en bandit, mis information et je le dénonce ». Bon, alors, la vie politique, la vie publique de ce pays se judiciarise. Qu'en pensez-vous? Alors, on peut y aller. Qui veut commencer sans se blesser autour de cette question de la judiciarisation de la vie politique et publique de la Guadeloupe? Et puis, dans un deuxième temps, rassurez-vous, nous allons ouvrir un grand chantier sur la corruption, quel lapsus terrible, sur le complot. Oui. Le complot guadeloupéen, dont la Guadeloupe serait victime, et un complot de la Guadeloupe serait auteur. Bien, alors on y va. Judiciarisation de la vie publique et politique. Qui commence? Le maître passé. Ouais. Le maître passé. Non, mais je donne quelques éléments. On va commencer? Non, Claudie. César? Non, mais la judiciarisation, je crois que si on remonte quand même à l'histoire, on verra qu'elle existe depuis un bon moment dans la vie. Et que souvent les problèmes politiques qui sont posés se terminent en procès politique. Bon, je ne vais même pas parler des procès de 68. Je vais parler d'autres procès politiques qui ont été faits à des leaders politiques tels que Légitimus, etc. C'est-à-dire que dès que vous posez un certain nombre de problèmes et que vous vous opposez à un certain nombre d'états de fait et tout ça, bon, on finit par vous dire que vous n'êtes pas dans la légalité, vous n'êtes pas dans la loi. Et la judiciarisation a toujours existé, a toujours été utilisée à des fins politiques, etc., etc. Actuellement, il y a une judiciarisation qui est de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la corruption qui, à l'époque, était plus ou moins camouflée selon qu'on était les amis de l'État, etc., du gouvernement, et ça ne paraissait pas. Maintenant, il y a une certaine rigueur beaucoup plus stricte et tout ça, et la judiciarisation devient de plus en plus évidente. Bon, avec le développement aussi parfois de la corruption. Donc en réalité, ce n'est pas tellement le phénomène de la judiciarisation. Les organisations syndicales, elles se retrouvent souvent devant les tribunaux. Et à ce moment-là, on vous dit qu'il y a le droit de grève, il y a le droit de ceci, mais il n'y a pas le droit de cela. Et souvent, quand il y a des conflits sociaux, ça se trouve devant les tribunaux, ce qui n'est pas tout à fait normal. Si on regarde bien la réalité des choses. Donc, ça fait partie de l'arsenal de maintien de l'ordre, alors, moi je dirais de l'ordre colonial, etc. Mais ça fait partie de l'appareil qu'a à sa disposition à la fois le citoyen qui aussi utilise, mais aussi l'État et autres pour pouvoir agir. D'accord. Moi, je dirais... J'ai des choses essentielles là-dessus. D'abord, là, pour un peu rebondir par rapport à l'introduction de René, la judiciarisation, c'est sûr, elle a existé. Mais comme on disait, il était un baféi. On n'en parlait pas. C'était marginal. La médiatisation aussi n'était pas... on ne fait pas la médiatisation. Ça, c'est un phénomène extrêmement important. Et puis, ne perdons pas... disons aussi ensemble que par exemple, dans les territoires, les municipalités, un maire était intouchable. Il fut un temps. Maintenant, tout le monde, on ne peut pas échapper à la judiciarisation, à la justice quand on a commis des erreurs. Ça, c'est une chose. Mais deux éléments faux. Je pense qu'il y a une vigilance citoyenne. La vigilance citoyenne s'est considérablement développée dans le temps. Une très grande vigilance citoyenne. Parce que vous voyez, ce sont des individus très souvent qui saisissent la justice. Et puis, d'autre part, les citoyens aussi, d'une manière générale, les gens ont appris, les esprits sont plus riches, et puis nous avons presque tous connaissance, enfin la grande majorité des citoyens
connaissent ce fameux article 40 du Code de procédure pénale. Les fonctionnaires, ceux qui sont dans la fonction publique le connaissent. Peut-être, vous me direz, ceux qui sont en grève, là, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas ces genres de choses. Bon, mais enfin, une personne de catégorie A qui est dans la fonction publique sait qu'il y a l'article 40 et qui dit très bien que tout fonctionnaire informé d'un délit dans l'exercice de sa fonction, ou du moins également les corps constituants, n'est-ce pas, doit saisir le procureur. C'est une obligation. Si vous êtes fonctionnaire d'État, de territoire ou de la fonction hospitalière, vous êtes informé de délit dans le cadre de votre fonction, il vous appartient, vous, si vous êtes personnel d'encadrement intermédiaire, de ne pas faire forcément, mais d'informer votre hiérarchie. Et la hiérarchie doit informer. Mais vous ne dites pas ça à la hiérarchie dans la bouche, hein. Il faut le faire une petite note. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Démerdez après de ça. Donc, il y a deux phénomènes importants. C'est d'abord le fait qu'il y a une vigilance citoyenne, ça on ne peut pas. Il y a les médias, il y a le fameux Google aussi qui nous informe, hein, les copains Google. Donc il y a une information, il y a une vigilance citoyenne. La vigilance citoyenne, elle n'est pas seulement chez nous, elle est planétaire, n'est-ce pas? Les individus, C6, et puis il y a des organisations qui sont en place. Donc on dit que très rapidement, pour en faire cela, la judiciarisation s'est considérablement intensifiée, personne n'est à l'abri de cela. Il y a lieu d'être prudent et de se surveiller, d'être prudent, d'être aussi dans les clous des textes qui régissent toutes les fonctions, qui régissent notre vie de tous les jours. Surtout quand il s'agit de... Mais attention, s'il y a la innocence, hein, si une personne n'a pas été condamnée, vous pouvez saisir le procureur. Si le procureur juge qu'il n'y a pas lieu de mettre en marche l'action publique, eh bien, si vous voulez vous constituer partie civile pour faire... Ça, c'est une autre chose. Mais vous dire, attendez qu'il y ait un jugement pour des affaires qui sont peut-être sur la sellette, et on saura si X ou Y, victime, est responsable, est coupable de telle chose, avoir commis telle chose. D'accord. Donc tu nous dis que nos deux ministres qui sont devant le tribunal correctionnel ne sont pas encore condamnés. Alors, je pense, oui, il faut attendre la condamnation. Peu importe. Cela peut nous paraître tout à fait évident, une condamnation. Quand on écoute la presse, on écoute les choses. Mais attention, vous savez, on condamne surtout... il y a les pièces de dossier. Hein. Ça dépend quelles sont les pièces qui sont dedans. Si le procureur, quand il reçoit une plainte, eh bien, il est soumis. Il fait des enquêtes, il écoute, il fait la confrontation. C'est parce qu'il y a une procédure. Et la procédure, c'est de cette procédure-là, bien menée, sans corruption, hein, n'est-ce pas, qu'on arrive à faire sortir la réalité, la vérité appartient quand même aux juges. Ce sont les juges qui jugent. La vérité est dite par les tribunaux et non pas par la police. Par la police, ni par la presse. Par la presse. Alors, vraiment, sagement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire-là, de nos élus et le fait qu'ils soient devant les tribunaux, des citoyens qui utilisent la dénonciation anonyme pour les mettre en cause? Oui, aujourd'hui, comme disait Jean, effectivement, la population est un petit peu plus éclairée qu'il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus de ça même, une trentaine d'années. Les gens ont accès plus facilement, en tout cas de manière plus nombreuse, à l'école, à l'instruction. Et donc, il y a aussi le fait qu'il y a les médias ont pilulé depuis Mitterrand, on veut dire que les médias ont pilulé. Et ensuite, il y a aussi ce phénomène de réseaux sociaux, où tout passe, tout ce qui est beau passe, mais tout ce qui est mauvais aussi passe. Et donc, on peut facilement mettre au grand jour certaines choses qui, il y a quelque temps, seraient restées cachées. Et avec la justice, les lois qui sont en vigueur, la population, tout et chacun, et de même par la loi, comme disait Jean, on est tenu à jouer notre rôle citoyen pour pouvoir dénoncer. Je ne sais pas si des fois il faut rentrer dans la délation, oui, mais dénoncer un certain nombre de choses qu'on voit qui est évident, par exemple un enfant maltraité ou des choses aussi simples, mais il y a d'autres fois c'est un petit peu plus corsé, du genre détournement de fonds, et on va parler de ça tout à l'heure, du genre monter un complot pour aller commettre un délit. Donc tout ça, ce sont des choses qui aujourd'hui prennent un sens beaucoup plus médiatique, de manière à ce que les gens ont plus facilement accès à dénoncer, à mettre les choses au grand jour. Et donc la justice dans tout ça, la justice, c'est vrai, hein, on entend souvent dire je fais confiance à la justice.
Pour ceux qui n'ont jamais encore eu l'occasion de confronter la justice, je crois que c'est tout à fait naturel et évident de dire, mais des fois, on voit certains dossiers qui ont été traités. Et des fois, on se demande, est-ce que véritablement, ce qu'on sait, ou qu'on a vu, ou qu'on a entendu, est-ce que c'est vraiment ce que le juge a entendu, ou en tout cas l'autorité judiciaire? Parce que des fois, on se rend compte que souvent, lorsqu'on dit que je fais confiance à ma justice, ça peut en dire long derrière. Oui, très bien. Raphaël Spéronel, qu'est-ce que ça veut dire pour la démocratie, ou qu'est-ce que ça vous inspire, cette judiciarisation? Pour la démocratie, ça veut tout dire. Oui. Parce que je rappelle que la démocratie, c'est deux triptyques. Premièrement, c'est la démocratie, la République et le commerce, les échanges. Mais c'est aussi les trois pouvoirs plus un. Pouvoir économique, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et puis la presse, le quatrième pouvoir. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que la judiciarisation, depuis quelques temps, c'est vrai, comme disait René, que ça a toujours existé en Guadeloupe, de manière très forte. Mais dans les conflits, je me rappelle je pense que c'est moi qui l'ai introduit, parce qu'on ne s'en sortait pas dans certains conflits. On prend tout, on envoie au juge et puis on se débrouille. C'est relativement récent, mais c'est devenu maintenant la monnaie courante. Le pouvoir judiciaire, c'est le bras armé, par la règle, en principe, par la règle, par le droit de la République. Et c'est pour ça qu'on parlera assez souvent maintenant de République des juges. Ce qui veut dire qu'on va changer un petit peu au niveau de la cartographie sociopolitique, on va passer d'une République qui n'arrive pas à s'en sortir dans la régulation de ses échanges et des faits, quels qu'ils soient, à une République des juges qui, à partir de principes, alors, et je rejoins un petit peu Raymond, à partir de principes éthiques, moraux, judiciaires et des fois autres, plus occultes, on verra ça avec les complots, va décider, parce que les deux acteurs principaux n'arrivent pas à s'entendre. Donc, il y a quelque chose dans la judiciarisation qui est l'au-delà de la démocratie et l'au-delà de la représentativité. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à régler les choses entre nous-mêmes, et donc on va déléguer à un juge qui détient un code ou des codes le pouvoir de régler ce que nous, les partenaires, ne pouvons pas régler. Ce qui veut dire qu'on va passer de la carte socio-politique à la carte socio-culturelle. Puisque cette délégation, ça veut dire que faute de réussir un dialogue, faute de réussir une démarche de convergence ou de synergie, on va passer la parole au juge. Et donc, dans ce cas-là, à partir de là, la parole citoyenne de la cité va être prise en otage par un juge qui va la décortiquer, et c'est l'administration de la preuve, mais on sait bien ce que ça donne parfois, et qui va aussi devoir, d'une manière ou d'une autre, la juger à l'aune de ses propres référentiels. Et donc là, on est dans une situation tout à fait bizarre. On est dans un go-between. On est entre deux choses. On est entre la paix et la guerre. La paix n'étant plus possible, on passe à la paix armée. Ça veut dire qu'on passe à des phases procédurières et judiciaires. Mais si ça ne marche pas, ça veut dire que ce qui reste, c'est le confrontement, la confrontation sociale. Et donc, on passe à un entre-deux, entre la paix et la guerre. La paix n'est plus possible, elle devient armée, c'est le judiciaire. Et si elle ne marche pas, on n'a plus qu'à se taper dessus. Et puis on passe aussi, bien sûr, dans le domaine, tout domaine socioculturel, de l'opinion publique, qui va de droit public s'investir de ce phénomène qui lui appartient aussi. Alors là, c'est peut-être la rumeur, c'est peut-être les considérations historiques. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, ça ne m'étonne pas. Ils sont tous pourris, ils sont tous ceci, ils sont tous cela. Et là, on rentre effectivement dans quelque chose qui fait aussi partie du débat social. Et moi, je n'ai pas peur de la République des juges pour en y passer de temps en temps aussi, parce que quand même, quelque part, si c'est relativement bien fait, et il y a quand même des juges qui font bien leur travail, on arrive à se dépatouiller de situations où la condamnation publique ou la condamnation autre est déjà tombée sur vous. D'accord. Mais est-ce que ça ne discrédite pas de manière définitive le statut même d'un élu? Parce que lorsqu'on dit que la mafia c'est aussi au Cabouvenet, est-ce que ça veut dire que la Guadeloupe n'a pas besoin d'élus? Alors, il faudrait savoir si la vérité de l'opinion publique rejoint la vérité des juges. Alors, dans la perception sociale, il est clair qu'à partir du moment où on dit mafia,
et c'est pris en charge par la chanson, le candidato, etc., on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une connivence. En Guadeloupe, il était fait, avéré, mais qui n'est pas prouvé. Mais attention, la vérité sociale, la vérité psychique, la causalité psychique n'est pas nécessairement une vérité politique. Hein. Mais il est clair dans la majorité des gens en Guadeloupe qu'à partir du moment où vous êtes dans des fonds publics, ou à donc manger cochon. Hein? Et chacun se sert et se repaît à l'infini. Bon, et c'est vrai, alors moi ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on a quand même l'impression ici, par rapport à d'autres pays, mais je n'ai pas de statistiques, que effectivement la masse de gens qui sont prévariqueux, c'est quand même assez important. On a l'impression qu'il y a un problème dans la gestion des fonds publics, il y a un problème par rapport à l'argent, il y a un problème par rapport au bien commun, et que systématiquement quelqu'un qui commence à mettre la main dedans, bon, et a tendance à partir vers la tangente. D'accord. Mais même après l'indépendance, il y aura des élus. Oui, oui, mais alors là, quid des États? Oui, c'est pas. Je ne pense pas que ce soit un problème d'indépendance ou pas indépendance. À ce niveau-là, de toute façon, la corruption, c'est quelque chose sur lequel il faut être toujours vigilant parce que ça existe. Ça existe et il y a les idéologies, les conceptions, etc. Et puis il y a les hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Attention, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais même quand dans la chanson, ils disent la mafia, c'est yo. Ça, pendant le mouvement de 2009, nous disions la Guadeloupe n'a pas de yo. Le yo, c'est qui? Le yo, c'est pas seulement. C'était pas les élus, c'est yo, ceux qui décident pour nous. Mais ceux qui décident pour nous, c'est pas nécessairement les élus. Donc la mafia, c'est yo, ça englobe tout ce qui est, si tu veux, superstructure dirigeante. Quoi. On va parler de ça. Alors, on est déjà presque dans le complot. Publicité avant le complot. Et après ça, nous revenons sur ça. Et nous voici revenus après ce tour de table sur la situation du pays en lien avec le fait que notre démocratie a quelques soucis avec ses élus corrompus et que cette corruption pose problème au management du pays, à la respectabilité de ceux qui nous dirigent et puis à quelques troubles pour le citoyen, électeur, consommateur, client. Bon, nous allons, dans le prolongement de cette problématique, passer à la question du jour, celle du complot. Alors, nous sommes dans un monde où le complotisme, globalement, semble avoir emporté et posé un peu partout ses bases idéologiques. Bien. La question est de savoir, d'aider les gens qui nous regardent à savoir ce que c'est le complotisme, un peu, hein, pour que ce ne soit pas comme la prose de M. Jourdain. Et une fois qu'on a fait ça, de dire est-ce qu'en Guadeloupe, le pays tel qu'il est victime d'un complot? Ça, c'est la première chose. Comment ça se manifeste? Avec qui? Comment? Quels sont les auteurs? Essayer de débusquer un peu cette question. Et puis, comme ici, nous sommes optimistes, nous allons essayer de dire et si les Guadeloupéens se décidaient à fomenter eux aussi un grand complot. Alors, autour de quoi? Autour de quelles valeurs? Autour de qui? Autour de quelles pratiques? Donc, le complot, est-ce qu'il existait? Et deuxièmement, nous, pour qui nous ne pas faire un complot, nous aussi? On y va. Alors, le complot existe-t-il? Est-ce que la Guadeloupe est victime du complotisme? Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce qu'il y a un complot? Comment? Où ça? Jean, tu veux commencer à attaquer cette question? Non, alors, Jean Seymour, sur le complot. Sur le complot, d'abord, oui. Sur le complot. Oui. Je dirais que, tu as parlé, tu me disais qu'il ne faut pas être pessimiste. C'est le terme que tu as donné. Et tout d'un coup, ça m'a fait ting. Oui. J'ai pensé à ting. J'ai pensé à un grand écrivain de chez nous, enfin de France, hein. C'est Georges Bernanos. C'est chez nous aussi. Oui, chez nous. Georges Bernanos, qui disait, enfin lui, dans son esprit, et je suis un peu comme ça, il ne s'agit pas d'être pessimiste ou encore optimiste, il s'agit d'être réaliste. C'est de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, il disait d'ailleurs que les pessimistes étaient des imbéciles malheureux et les optimistes étaient des imbéciles heureux. Donc c'est ça. Alors moi je ne veux pas être ni pessimiste ni optimiste, je veux être réaliste. La réalité c'est que, déjà, on regarde le monde. Il n'est pas nécessaire de regarder le monde dans un microscope. On peut le voir à l'œil nu, la vérité. La vérité c'est qu'il existe effectivement, cette réalité de complot au stade planétaire existe. Nous regardons la constitution de blocs, nous regardons les États qui peuvent paraître des États, je dirais, généreux
par rapport à d'autres États, je prends la Chine par exemple, qui se développe un peu partout en Afrique, avec une vision du monde, une vision des relations, c'était paternaliste. Et nous voyons aussi d'autres blocs, c'est l'exemple de l'Europe et aussi l'Amérique, qui ont tout à fait ces blocs-là une autre approche de la question. C'est-à-dire, ils se disent, non, non, il faut que nous soyons là. Donc, on a le sentiment par rapport aussi à l'Iran. Il y a, au niveau planétaire, nous sommes conscients qu'il existe cette réalité, la réalité du complot. En tout cas, moi, je l'interprète de cette manière-là. Alors, est-ce que cette réalité se décline chez nous? Est-ce que nous, chez nous, en Guadeloupe, il y a ce complot, on peut parler de complot contre la Guadeloupe? Moi, je ne suis pas celui qui irait dans cette direction-là pour soutenir la thèse du complot contre la Guadeloupe. Je pense plutôt, quand je regarde mon territoire, que le complot, c'est le complot du dedans. C'est-à-dire à l'intérieur du pays, à l'intérieur de ce territoire-là. Eh bien oui, il y a, à mon sens, des éléments extrêmement palpables qui montrent qu'il y a quelque part un complot. Un complot peut-être, je dirais, de tous les citoyens contre le devenir du territoire. Mais je l'appelle complot. C'est-à-dire dans les comportements des uns et des autres, dans leur comportement aussi peut-être collectif, eh bien, nous voyons que nous agissons, mais nous oublions qu'il y a un territoire qu'il faut faire grandir, un territoire dont nous avons la lourde tâche de laisser à nos enfants, eh bien, n'est-ce pas, sous la question, par exemple, je dirais, écologique, hein, n'est-ce pas? Il y a aussi cela. Donc, le complot existe chez nous. Mais je ne peux pas soutenir, à mon sens, dans l'immédiat, en tout cas dans la progression du débat, peut-être les choses vont évoluer, l'idée selon laquelle qu'il existe un complot contre la Guadeloupe. Nous ne devons pas nous faire nous victimiser, nous devons nous dire que l'énergie appartient aux Guadeloupéens, l'énergie doit venir du dedans, n'est-ce pas? Donc rejeter les thèses de pessimisme, et d'optimisme, il faut rester réaliste, nous regarder nous, et trouver en nous les moyens nécessaires pour rebondir, pour construire le territoire. C'est cela. Ça peut passer par des schémas statutaires, je n'en sais rien, mais qui n'écartent pas la démocratie. Parce que moi, je suis un démocrate. Hein. Oui, d'accord. Oui, d'abord un démocrate. Quand on casse son bloc au Venezuela, là, moi, je ne vais pas me ça. Non, il faut la démocratie. Comme toi, Nico, d'ailleurs. Merci, je termine là-dessus. Donc, Jean, merci beaucoup. C'est-à-dire que toi, tu dis, non, calmons-nous. Nous sommes nous-mêmes les comploteurs. Il y a contre nous-mêmes et contre le territoire. Je pense qu'on peut l'analyser de cette manière-là et avancer dans la progression du débat, nourrir le débat véritablement. C'est une conclusion provisoire. Oui, provisoire, tu as dit. On va continuer. Alors, Raymond, cette histoire de complot en Guadeloupe, à l'image de complot mondial qui fait que certains seraient cachés, à tirer les ficelles, une causalité unique quelque part, et les acteurs ne sont pas au courant. Est-ce que la Guadeloupe est victime de cela aussi? Est-ce que quelqu'un tire les ficelles? Comme dit mon fils, qui a la télécommande de la Guadeloupe? Qui zappe. Très bien. Oui. Alors, le complot, je crois que c'est quelque chose qui, à mon avis, existe depuis la nuit des temps. Ça a toujours existé. Monter des complots. Et s'il faut remonter un petit peu l'histoire, pour rester un petit peu sur la Guadeloupe, je me rappelle même à l'époque, moi je ne suis pas grand historien, mais enfin j'ai entendu, on a même appris parfois sur les bancs de l'école qu'au temps de l'esclavage, déjà, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les nègres marrons, les esclaves qui fuyaient, et déjà il fallait déjà monter un complot pour couvrir celui qui va s'enfuir entre esclaves. Donc déjà, on voit déjà là, il y a déjà le sens de ce complotisme dont on va parler. Mais là, c'était à l'échelle où on essaie de gagner la liberté. Il n'y avait pas d'enjeu au niveau financier, au niveau d'acquérir des biens. C'était pour la vie. Aujourd'hui, les choses ont peut-être évolué. À partir de là, les choses ont certainement évolué. Déjà, ça existait avant. Et on voit ce phénomène de complot qui existe dans le domaine des affaires, dans le domaine de la vie publique, un petit peu dans tous les domaines, même dans un cercle familial. Il y a des fois, même entre enfants, peut-être pour avoir plus de biens que l'autre, on essaie déjà de soutirer. Il y a toujours des petits tiraillements comme ça. Maintenant, pour ce qui concerne le complot, s'agissant, est-ce qu'il y a un complot contre la Guadeloupe? Moi, je dirais plutôt que les Guadeloupéens sont en train de monter un complot contre nous-mêmes.
au regard du fonctionnement de la Guadeloupe, dans un cadre français, avec un État de droit français, et on constate quand même, malgré ça, heureusement, qu'il y a quand même des dérives. Et je ne peux pas comprendre, lorsqu'on a s'agissant de la vie publique en Guadeloupe, qu'on puisse avoir autant d'affaires où nos élus, mais quand on parle d'élus, il y a aussi une chaîne administrative derrière. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les élus. Il y a toute une chaîne administrative en marche derrière pour, comment dirais-je, pour alimenter, pour faire ce qui se passe en Guadeloupe, tous ces détournements partout où il y a les fonds publics. Partout. Ce n'est pas uniquement là où on entend à la presse, aux médias, qu'il y en a par exemple à Pélican, qu'il y en a peut-être au MACT, qu'il y en a enfin, un petit peu dans les communes, dans les EPCI, même dans les institutions comme l'école, où il y a toujours, partout où il y a de l'argent public, il y a toujours des détournements. Certainement ailleurs, il y en a aussi. Mais pourquoi il y a plus encore chez nous? Et c'est ça. D'où la... Vraiment, tu penses qu'il y en a plus chez nous? Je pense, ouais. J'ai l'impression. On entend quand même la presse. Je ne dis pas que ça n'existait pas ailleurs. Oui, mais on entend la presse dans les pays voisins, dans le département voisin, en France. Il y a des détournements. Mais j'ai l'impression quand même, quel que soit là où il y a des fonds publics, on a un problème avec l'argent public ici. Ou tout simplement, on a un problème avec l'argent. En France, là, je vais m'arrêter là. Non, c'est pas on va voter pour toi. En France, on a l'impression que même si on a un petit peu d'argent, il ne faut jamais dire qu'on a de l'argent. Contrairement dans d'autres pays, dans les pays au Qatar par exemple, si on n'a pas d'argent, on est un peu frustré. Mais ici, si on a un petit peu d'argent, il faut dire « Ah non, je n'en ai pas, je n'ai rien, je n'ai même pas à manger aujourd'hui. » Pour acheter de quoi manger aujourd'hui. Donc, et en même temps, ceux-là même qui disent qui se battent contre les gens qui pensent qu'ils ont de l'argent, ceux-là même, on voit qu'ils bloquent la Guadeloupe. Et on dit, par exemple, 6 euros, 3 euros, 5 euros, et on bloque la Guadeloupe pour essayer de gagner de l'argent. C'est cette contradiction que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis dans la logique de dire, plus il y a des gens qui ont de l'argent, plus les gens ont de l'argent. Moi, je suis comme tout le monde. Hein. Tout le monde aspire à avoir de l'argent. Moi aussi. Mais il faut savoir comment. Alors, on ne peut pas combattre quelque chose qu'on aime. Il faut chercher à rentrer là-dedans et avoir... La première des choses, c'est le travail. Il ne faut pas croire qu'on aura de l'argent. Et ça va dans ce phénomène de complotisme, où on essaie de soutirer l'argent des contribuables, l'argent de tout le monde, et en même temps, d'autres qui disent que je n'aime pas les gens qui ont de l'argent, mais en même temps, je me bats pour avoir de l'argent. Alors, je ne comprends pas cette contradiction. Et j'aimerais bien qu'on puisse un jour comprendre que nous sommes dans un système, il faut de l'argent, et tout le monde aspire à de l'argent, et il y a une méthode pour avoir au moins le moyen de vivre, c'est de travailler. On ne peut pas avoir de l'argent sans travailler, sinon on rentre dans le complotisme et dans tout la chanson qui disait tout au début, dans cette mafia qui existe un peu chez nous et qu'il faut combattre. Et j'aimerais bien qu'un jour qu'on puisse arriver à au moins corriger, même si on ne combat pas pour anéantir, mais au moins corriger et rentrer peut-être dans la moyenne mondiale, la moyenne nationale, et ne pas se trouver toujours au-dessus de ce qui se passe ailleurs. Juste un mot pour Raymond, pour le rassurer. Oui. Il y a effectivement le fruit du travail, mais il y a aussi le fruit des rentes de situation, Raymond. Oui, les rentes de situation aussi. Pour avoir de l'argent. Tout à fait. Et optimiser ces rentes-là. Ben, bien sûr. Pour les optimiser. Tout ça, le terme complot, ça a toujours rire. Pourquoi? Parce que, rappelez-moi, tu es responsable syndical et tout ça. Il te suffit quand tu trouves dans le coin, il a discuté avec trois camarades pour vous passer. Il dit, ils n'ont pas monté au complot, là. Donc, le terme complot, ça a toujours rire. Non, ni des combats qui ont mené, ni des oppositions, des points de vue différents qui expriment, mais pas des complots. Sinon, à un moment-là, à chaque fois où tu es trois personnes ensemble, on va dire que c'est un complot à monter. Bon, donc le terme complot n'a pas tellement ça.
à la limite, tout est dit que le colonialisme français maintenant un gros complot pour occuper le pays là, ça, même qui d'autres pays, pour développer richesse, qui massacrer les Amérindiens, qui mettent nègres en esclavage, qui chaillent les Indiens, etc. Tout ça, c'est des complots. Après ça, c'est des conceptions politiques, des méthodes politiques qui mettent en place et tout c'est à ça. Donc, en fait, il faut faire attention, là, on ne va pas parler de complot. Hein, de même, à l'heure actuelle, ça qui a passé, c'est qu'il y avait développement à les médias et à l'information en général, de manière générale, tu vas parler de ça tout à l'heure là, des phénomènes qui existaient avant et que les gens ne parler ils ont amplifié. Et en plus, à un traitement à l'information, lorsqu'on entend certains journalistes parler, on a l'impression qu'un tribunal l'a déjà fait et qu'il a déjà condamné des gens. Ça veut dire que... À niveau à l'opinion publique, on a trouvé qu'il y a des gens qui ont désigné coupable avant même que la justice désigne coupable. Et là, on voit pas trouver coupable, quand le monde a dit ah mais c'est parce qu'ils mettent d'accord entre eux. Donc il faut faire très très attention à tout ces bêtises à ça. C'est pour ça que en fait, quand ça Raymond a dit là, faut bien regarder ça. Moi personnellement, une philosophie en moi, c'est qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais un pays vivre pour l'argent. On a dit ça comme modèle. On ne peut pas trouver esclave à poser de ces bêtises ça. Ça qui veut dire que le problème là qu'a posé de manière générale, sont répartition des richesses. Et quand répartition des richesses là, ça pour le moment inégalitaire et pas équitable, ben, très souvent, on est des groupes sociaux qui en combat, quand des travailleurs qui ont réclamé, on met des meilleures conditions de salaire, mais en panier à compte. Moi, à l'époque où nous montions le TALPG, qui développait, les ouvriers agricoles, ils ont touché les SMAG, c'est-à-dire un salaire minimum en bas le salaire de quitter le SMIC et quitter un salaire de misère. Le combat là qui était mené, c'était pour faire en sorte que les ouvriers agricoles touchaient le SMIC, au moins qu'on ouvrier de base. Mais c'est un combat qui est tout à fait noble, tout à fait juste, tout à fait correct. Et on peut pas dire que ces boucles-là, c'est parce qu'ils ont voulu ni pisse l'argent et tout ça. C'est tout simplement parce qu'ils ont voulu une meilleure répartition, si vous voulez, des richesses qui étaient produites par la canne et tout ça. Donc attention, il ne faut pas nous mettre tout bitin sous le dos de complot. Et il faut bien comprendre que, par contre, il y a d'autres phénomènes qui ont existé, qui sont ces phénomènes à la corruption. Que nous connaissons. Oui. Et très souvent, depuis une députée de corruption, c'est parce qu'il y a un complot. Effectivement, il faut bien des gens mettre d'accord pour organiser la corruption là, ça. On peut créer un complot si vous voulez, mais ça lié à des phénomènes qui ont fait que, dans des conceptions sociales, ni des gens qui mettent l'argent en l'air, toute qualité bidin. Donc, pour qu'ils faire l'argent, ils ont utiliser tous les moyens et ils ont organisé pour utiliser tous les moyens. Ceci dit, il ne faut pas nous comprendre que... parce que nous avons une situation où nous croyons que toute politique c'est volé. Pas vrai, toute politique n'a pas volé. On a des groupes qui ont administré de manière tout à fait juste, correcte, et qui pas fait en fonction de l'intérêt, mais parce qu'il y a un certain nombre de conceptions à niveau là ça. Mais on y aussi à dans l'administration, à dans gestion des affaires courantes et tout ces bidets ça, on pénit des phénomènes de détournement de fonds et tout ça, qui n'est pas nécessairement à cause de lui là, mais le fait que c'est irresponsable, il dit c'est qui volait là, mais qui peut être fait aussi par le commun des mortels qui travaille dans ces qualités de ça, qui est au niveau 4, qui est au niveau ceci. Et les phénomènes de corruption qui a fait qu'en général, on y tendance à dire, puisque là, vous voyez, il y a multiplié et tout ça, ben c'est toutes ces institutions-là qui ne sont pas bonnes et qui... Et parfois, il y a des gens qui ont servi avec ça politiquement parce que ça a intéressé eux de dire que tout drôle, etc., etc. De même que ça peut intéresser l'État aussi de dire bon, ben c'est pour les autres là, ils sont pas capables, donc on peut placer à eux pour diriger en place. Donc, il faut bien nous tirer le ficelle à tous ces bidons. Qu'on dit en camarade, il ne faut pas nous garder glace là devant nous. Il faut nous garder qui des glaces là. Qu'est-ce qui est derrière le miroir? C'est-à-dire qui dit derrière ça. C'est pour ça que le terme de complot, il faut faire très attention. Actuellement, il y a l'autre thèse complotiste dans le monde. Ou des gens qui ont dit que tel bitin qu'a fait, c'est pas. Il y aura monté des thèses. Mais c'est des gens qui ont monté des thèses complotistes. Peut-être qu'il n'y a pas ni bon complot derrière ça. Ni des conceptions politiques qui ont fauté, ni des blocs qui ont fauté. Parce que c'est des idéologies, des conceptions de l'organisation sociale de la vie qui sont différentes, mais pas nécessairement des complots. Belle interprétation, Espérandel. Alors là, je suis à côté de René, oui, mais je vais plus vite que lui. Sur le concept de complot. Sur le complot. Ça ne me dérange absolument pas de dire qu'il y a complot dans cette société.
Oui. Et alors, on verra la différence entre l'organisation sociale et la dimension guadeloupéenne à travers deux mots. Oui, tout à fait. D'un côté, éloge à la cupidité, donc au sens de Stiglitz, c'était le directeur de DSK à l'époque. Et l'autre côté, au niveau guadeloupéen, la notion de complocité. Cupidité et complocité. Oui. Alors, c'est quoi le complot? Parce qu'il y a un complot, on ne va pas jouer avec les mots. Hein. C'est le fait que c'est l'entente illicite, la notion d'entente illicite, la notion d'entente entre nous. Alors, ça peut être écrit, il peut y avoir un pacte, comme dans certains cas, mais c'est la notion d'entre nous, la notion de zot, yo, nous, le nous sans S, hein, N-O-U, comme on disait tout à l'heure. Et donc, quelque part, quelque chose qui renvoie au fameux concept cher à mon ami Nico, de la main invisible. Tout à fait. d'Adam Smith. Et dans cette dimension-là, donc, de la cupidité, je suis désolé, mais il y a le règne de toutes les oligarchies. Alors, c'est-à-dire tous les partis, tous les sectes qui sont dans l'entre-gens, dans l'entre-nous, autour d'une classe privilégiée, d'une classe restreinte. Et dans ce cas-là, il y a des oligarchies politiques. On parlait la dernière fois des l'aristocratie représentative, qui arrive à certains niveaux de pouvoir. C'est pas vous et moi, hein. Qui arrive au Parlement, qui arrive député, qui arrive ceci, cela. Il y a bien quelque chose, historiquement, quand on fait des études statistiques, qui montre bien que l'ouvrier, l'agriculteur, le petit psychologue ne va jamais arriver là. Bon, donc ça veut quand même dire que quelque chose fonctionne de manière dynamique et fait cette émergence-là. C'est pareil au niveau économique. Je ne dis pas qu'il y a un complot du patronat, mais enfin, il est clair que les patrons s'entendent quand même mieux entre eux, etc. C'est vrai aussi au niveau religieux. J'ai constaté avec stupéfaction que mon cher évêque de la Guadeloupe s'est fait adouber au ministère de l'Outre-mer pour avoir une vieille légion d'odeur. Il aurait pu avoir ça par le préfet ici ou un truc là. Non, ça s'est fait là-bas. Ça m'a interpellé dans la symbolique. Pourquoi c'est un laïc, c'est un religieux? Pourquoi c'est dans un espace qui défend sa laïcité, le séparatisme, etc. C'est là qu'il va sortir. Et c'est vrai aussi, bien sûr, pour les francs-maçons, j'en parlerai même pas. Donc il y a quelque chose qui fonctionne, qui est de l'ordre de la prolongation des intérêts antérieurs, de caste, des intérêts privilégiés, et qui fonctionne de manière claire et nette. Et c'est ne pas voir ça, ne pas connaître ça, c'est suicidaire. Je veux dire qu'il ne faut pas s'imaginer. Et c'est peut-être vrai pour les syndicats aussi, les intersyndicats, des choses comme ça. Ils défendent des intérêts. Pourquoi pas? Donc il y a cette première dimension qui me paraît importante, qui est cette dimension sociopolitique de l'entre nous et de l'organisation invisible qu'on va mettre ensemble pour garantir un certain nombre de privilèges et la pérennisation de ces privilèges dans le temps. Et puis il y a nous, la Guadeloupe. Oui. Mais bien sûr, le complot, c'est quelque chose qui s'habite en nous. Il ne faut pas arrêter. Alors, ce ne serait pas le complot. Moi, j'aime bien complocité. La complocité. Il y a une chanson. C'est complocité. Mais j'aime bien, il y a une chanson, chat qu'a mangé rat. Chat qu'a mangé rat. C'est la complocité. Etc. Alors, c'est quoi? Oui, par cette complocité, on le sait très bien. On parlait au niveau politique. Il est clair que la rupture qu'il y a entre certaines élites politiques et le peuple, on voit bien que quelque chose de l'ordre du peuple fonctionne autour du statu quo, du maintien de l'État existant, et c'est dit nulle part, ça ne sera jamais dit. On n'osera même pas le dire, parce qu'on va se faire tirer dessus, et c'est pas honnête vis-à-vis de notre appartenance. Mais c'est ce qui fonctionne. C'est vrai aussi que par rapport à ça, il y a toute une dimension de l'entre-gens, basée sur la connivence, basée sur l'allégeance, basée sur la codépendance, basé sur ces mots en moins, nous jouons au football en même temps, nous faisons tel bulletin, nous faisons tel bulletin, et qui crée... Alors cette complocité, je suis là... Bon, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe... Quand on tombe dans des termes trop forts, ils sont violents. Hein, et donc il faut qu'on arrive à dégager des espaces mitoyens, qui sont ceux de l'identité culturelle, mais qui sont en même temps ceux qui permettent le passage, la passerelle, vers des formes d'identité politique ou d'exploitation. Donc oui, il y a complot dans une dimension dynamique de force, et là je te rejoins, je reprends tout ce que tu as dit, de force sociale, de force de groupe, de jeu comme ça entre des instances, et qui permettent à des entités de devenir des identités, et c'est quand elles deviennent des identités qu'elles sont dangereuses, parce que, comme dirait Malouf, ça devient des identités meurtrières. Ça veut dire qu'elles se construisent contre toutes les autres pour défendre et maintenir leur intérêt. D'accord, parfait. Alors oui, Jean. Je rebondis un petit peu toujours sur l'aspect du complot. Je dis que, bon, le complot existe, hein, oui.
on l'a dit d'ailleurs. Mais il ne faut pas avoir peur du complot. Oui, dans la mesure, on peut toujours mettre des radars pour détecter le complot. Un complot. Oui, à l'intérieur de l'administration, il y a toujours des radars, des manières pour voir quel monsieur qui a rapproché, des monsieur contre monsieur, c'est monsieur qui a formaté, on bité contre monsieur, tu peux voir ça. Même dans l'espace politique, tu connais. Oui. Par contre, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui gagne notre société. C'est ce que Amirati, dans sa musique très engagée, l'a vu. C'est la mafiacratie. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Une sorte de mafia qui gangrène la vie politique, l'espace politique et parapolitique. Quand je dis parapolitique, j'entends aussi le management administratif que le management politique. Quand un individu sollicite, par exemple, un poste, la fonction publique territoriale, la fonction publique de l'État, c'est autre chose, eh bien, il passe par un tamis du management administratif. Il va déposer son CV, des fois, à la direction des ressources humaines, ou même le directeur des ressources humaines. Il va regarder, il va dire, bon, ok, celui-là, c'est mon nom, bon, on fait passer. Mais il y a un autre tamis, c'est le tamis du management politique. Le politique, c'est lui qui, on dit qu'il est à la dernière, qui a la manette de la chose. Il intervient. Donc, je peux vous dire que, et quand la mafia, ce que j'appelle cette mafiacratie qui gagne le territoire, c'est un peu notre pays, le territoire, c'est un peu à l'image, à un niveau moins comme en Italie. La mafia était partout. La mafia, elle est au niveau très bas. On retrouve dans les structures et judiciaires aussi. N'est-ce pas? La mafia, elle est partout. Elle est dans là où on fait les lois. Elle est là où on juge les gens. Et elle est aussi au plus bas niveau de la société. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Hein. On peut dire que les institutions françaises qui régissent ici ont quand même une solidité. Cette solidité qui fait que, eh bien, les choses, on ne peut pas évoluer vraiment vers je dirais l'apogée même de la mafiacratie comme on a connu en Italie. Je ne suis pas d'accord. Ça exactement. Et puis pour en terminer déjà, je vais laisser la parole à Raphaël. Concernant, René l'a bien dit, on l'a dit, hein, la répartition de la richesse ici. C'est ça. Je rejoins un peu machin. Mais moi, je suis celui qui dit que en matière de répartition de richesse, il faut des entreprises. Ça, on ne peut pas vivre dans un espace sans qu'il y ait, dans un espace de liberté, sans qu'il n'y ait pas de création d'entreprises. Dans tous les domaines, il faut qu'il y ait des entreprises, parce que moi, je suis celui qui croit, il dit que le marché est aussi vertueux. Le marché est providentiel. Et même lorsque le marché est providentiel, parce que le marché distribue des revenus, n'est-ce pas, à tous ceux qui investissent aussi aux travailleurs. Et même lorsque le marché est providentiel, l'État ne perd pas le privilège d'être un État-providence. Parce que l'État a la possibilité, par le jeu législatif, de faire en sorte que le marché soit vertueux. Oui, l'État a la possibilité, en votant des lois, des trucs, pour opérer la régulation, n'est-ce pas, pour corriger les imperfections du marché. Mais ce que j'admire énormément, quand j'entends par exemple un pays qui est exemplaire pour nous, c'est bien, il y a le bon côté, Cuba. Oui. Pour monter une activité, une entreprise, initiative privée, que ce soit un psychologue doit monter une entreprise, ou doit monter son entreprise, un médecin, n'importe quoi, il faut le monter, tant pis sous plaide de l'État. Mais ici, si vous voulez monter votre structure de conseil d'avocat, vous n'avez pas à aller demander quoi que ce soit à l'État. Vous mettez en marche votre intelligence, n'est-ce pas? Vous constituez votre truc. Et loin de là, vous devez vous mener la lutte contre ceux qui ne veulent, contre ceux qui sont dans le système de l'État, mais qui ne veulent pas que vous soyez là. Voyez-vous, il faut combattre ça. Donc Jean, je suis extrêmement sensible. Jean, je vais t'interrompre pour relancer une petite polémique amicale. Jean, mais la guerre que se livrent les rentiers et les entrepreneurs. Oui. La guerre que se livrent ceux qui veulent produire et ceux qui importent. Oui. Est-ce que le jeu n'est pas un peu faussé? Le jeu est faussé. Voilà. Le jeu est faussé. Et là, il faut réguler. Oui, ça, c'est ça la régulation est importante. Nous avons des élus, nous avons des structures, nous avons des corps constitués qui ont pour mission de réguler
partout où il y a l'imperfection, les dérèglements, de mettre en place des dispositifs pour réguler les choses, pour les corriger. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit au marché, voyez-vous. Je ne veux pas dénigrer le marché. Le marché ne peut pas tout résoudre. Mais je sais que quand un individu se lève le matin, il va voir une entreprise pour lui donner du travail, eh ben, c'est qu'il a quelque part confiance au marché. Donc il faut les protéger. Et Jean, une dernière chose, toujours notre polémique amicale, Jean. Hein? Et si c'est Bruno Hollandais qui fixe les taux de l'octroi de l'air? Je laisserai à Raphaël, monsieur le Bien sûr. Alors, je lui fais deux choses. Je ferai comprendre ça à Bruno pour fixer, parce que lui, au moins, c'est un économiste. Lui, il sait ce que c'est que l'argent et gagner de l'argent. À la différence des politiques. Je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce que Jean a dit. C'est pour ça que je dis en 2 mots, si tu permets, Raymond. Bon, la politique n'est pas au cœur de l'influence ou du pouvoir, je signale, mais c'est l'argent. Et l'argent, c'est le marché. Et la Guadeloupe, à ce titre-là, peut apparaître, ça dépend des théories, ça dépend des gens, ça dépend des exemples qu'on peut donner, soit comme une lessiveuse, soit comme un système de recyclage, mais en tout cas, le marché est tout sauf vertueux et tout sauf providentiel. L'État, actuellement, les États-nations sont dépassés par les marchés GFA, les grands marchés, etc., les paradis fiscaux et compagnie, et l'évasion fiscale qui n'arrivent absolument pas à régler, pour cause eux-mêmes peut-être sont dedans. Et donc l'approche du marché, ça a été vrai peut-être à un moment donné, comme la chose qui allait réguler, même la fonction régulatrice de l'État par rapport au marché n'arrive pas à s'exprimer. Donc simplement pour dire à mon ami Jean, que non, ne faisons pas du marché le DEC plus ultra l'alpha et l'oméga de la régulation et de la République ou de la démocratie. Au contraire, c'est par le marché que tout se dérègle, y compris, il y a 2 choses autour du marché, la notion de dérégulation, due à l'extension du village planétaire, et la notion de déréglementation vue à la place qui est mise maintenant au commerce. Donc donc là, je ne suis pas très d'accord. Raymond? Oui, alors je voulais, pour rester sur le plan Guadeloupe, quand on regarde, faisant allusion à nos élus, mais soit dit en passant, s'agissant des élus, moi je suis un démocrate, donc il n'y a pas de démocratie sans élus. Et donc, quand j'ai vu aux dernières élections municipales où quasiment la moitié des maires ont été renouvelés, j'étais aux anges. Parce qu'on sent bien qu'il y a un problème en Guadeloupe et tout le monde aspire en Guadeloupe à un changement. Mais il faut encore que ce changement-là, avec les nouveaux qui arrivent, ne se laisse pas corrompre pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Et pour rester sur le plan Guadeloupe et le plan municipal, souvent, pendant très longtemps, on a entendu nos élus, notamment nos élus maires, dire « Ah ouais, mais on va partager le travail pour donner à chacun, pour faire le clientélisme, on en a parlé la semaine dernière. » Et donc, ça constituait un vivier électoral pour le maire. Et en même temps, les gens restaient dans la précarité économique. Et ça nous a joué un mauvais tour. Aujourd'hui, on voit le problème nous pète à la figure. Et donc, il y a eu des embauches. Quoique c'est en voie de régularisation, il y a eu des embauches à outrance. Et aujourd'hui, on demande de titulariser ces gens-là, parce que depuis le temps qu'ils sont là, il faut titulariser pour leur permettre de gagner les 40% à ce moment-là, qui va gréver le budget de la commune. Et en même temps, il y a pléthore d'employés qui va créer une charge où il y a quasiment plus possibilité, comme disait Sapoti, possibilité d'investir. Tout l'argent va passer dans le fonctionnement, de payer les gens. Donc, nos élus se sont mis dans cette situation et aujourd'hui, il faut régler le problème et ne pas avoir pléthore de salariés et d'ouvriers dans les communes, soi-disant pour pouvoir donner un pain à chacun. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et ça ne marche tellement pas du tout maintenant, c'est que nous nous sommes trouvés dans une situation où les collectivités, à force d'employer des gens, il fallait bien travailler, il fallait bien investir. Ils ont fait des investissements et aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer les entreprises qui ont travaillé pour la commune et les collectivités d'une manière générale. Ce qui fait que non seulement la collectivité, pour prendre le cas de la commune, le PCI, est en difficulté budgétaire,
Mais toutes les entreprises qui ont travaillé pour ces collectivités-là se trouvent aussi en difficulté, qui ne sont pas payées. Et d'ailleurs, on a vu la manifestation qu'il y a eu dernièrement avec une partie des chefs d'entreprise qui ont bloqué la Guadeloupe. Donc ces gens-là ne sont pas payés. On voit le transport scolaire souvent, les entrepreneurs de ramassage scolaire ne sont pas payés. Donc on voit que ça a engendré l'hécatombe économique du pays. Les entreprises ne s'en sortent pas, les communes ne s'en sortent pas, les collectivités territoriales ne s'en sortent pas, et nous sommes dans un trou. D'où la mauvaise gestion pour du clientélisme. Ils ont misé sur le clientélisme, nos élus, et ils n'ont pas vu à ce moment-là l'hécatombe qui allait arriver aujourd'hui, et dans le cas, dans une situation difficile, économiquement difficile, où on se trouve aujourd'hui. Donc ce n'était pas la bonne méthode. Et aujourd'hui, avec les nouveaux, pour pouvoir refaire surface au moins dans ce domaine-là de la Guadeloupe, je pense qu'il faut gérer autrement et voir les choses autrement. Donc en fait, c'est moins c'est plus de l'incompétence que du complot. Non, c'est pas de l'incompétence. Nos élus sont compétents. Parce que quand on voit que la commune est en déficit et leur gestion personnelle de leur patrimoine est florissante, on ne peut pas dire qu'il y a de l'incompétence. Ce sont des gens qui sont très compétents. Très compétents pour eux. Mais dans l'action publique, ils siphonnent d'un côté pour faire bien marcher leurs affaires personnelles de l'autre côté. Bon, tous les élus ne sont pas comme ça. Moi, je suis un démocrate, je veux qu'il y ait des élus. Il faut qu'il y ait des élus. Je soutiens, par exemple, dans l'action qui est engagée aujourd'hui, il faut faire un choix. Nos élus face à ce dont je viens de parler, le mouvement syndical qui est en cours, moi je fais confiance aux élus et je soutiens à ce que les élus puissent arriver à quelque chose, mais ne pas lâcher à n'importe quelle condition pour ne pas mettre le pays et les entreprises qui travaillent pour les collectivités en plus de difficultés que ça pour payer uniquement des salaires. Ça, c'est pas la solution non plus. Très bien. Ouais. Non, mais on peut nécessairement les poèmes à ces poèmes-là, ça. Hein, c'est-à-dire que on a un système politique qui est là, ici dans Guadeloupe, qui, en fin de compte, a un système politique que nous décidons de mettre en place nous-mêmes. Hein. C'est un système politique qui est pratiquement imposé nous, au niveau supérieur structure, au niveau structure et autres. Sous comme de mon point de vue, moi, un certain nombre d'habitants, moi, je dis par exemple que les PCI, en fait, loin de régler un certain nombre de problèmes, nous avons besoin de mise en commun, hein, même loin de régler un certain nombre de problèmes, développer une masse d'employés de collectivités ultra importante et qui viennent ajouter à problème-là qui a été changé au niveau à l'Ébéry et mettre l'eau à l'eau de manière générale. Tout simplement parce que les PCI a pas compris que nous construisons nous-mêmes à partir de besoins que nous tenons et des nécessités à répondre à un certain nombre de questions. Mais c'est bien qu'il y a pratiquement, vous vous rappelez au Babla et préfet là, qui te dit si on ne pas mettre, c'est il mettre parce que la loi a dit qu'il faut mettre et quand il y a un projet réfléchi, alors il va mettre. Donc, ni quelque part en situation qui est liée au fait qu'on n'a pas qu'à maîtriser rien et on a subi un certain nombre de... Et pour moi, c'est là le problème là. C'est là... Quelle liberté politique en nous ici dedans? Élu ou pas élu, quelle liberté politique en nous? Est-ce que nous pouvons exprimer la liberté en nous d'organiser nous politiquement? Et alors on va parler de politiquement pour la société là, hein, en tel ou tel, nous pas de liberté politique. Hein. Nous, au stade où là aussi, c'est l'assistanat, c'est-à-dire que nous, simplement, contentez-nous de suivre ce dit nous et quand les grandes organisations politiques françaises dit nous relayer des bitins qu'en réalité, nous ne pas maîtriser du tout et que nous ne pas même réfléchir ni mettre en place. C'est ça qui est arrivé les 3/4 du temps à un pays là, ça qui a fait que nous... Problème à le clientélisme et tout ça, il apparaît avec force, surtout à partir du moment où les usines étaient fermées et tout ça, et que était faux. Il n'y a pas quatre monde qui étaient retrouvés sans emploi, etc. Et il faut répondre à une situation sociale. Mais à l'époque, pas de clientélisme, à l'époque où pas de clientélisme, c'était simplement un moment cochon pour faire mon élu. Le clientélisme. Ma fille ne sait pas ce que c'est. Oui, moment cochon, ça veut dire que les votes étaient faits, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'expression à la population là qui était exprimée pour te mettre ton bouc en place. Oui. C'est liaison avec les forces gouvernementales, les forces, les gens qui étaient au pouvoir, qui étaient fait que
par l'intermédiaire du gouverneur ou préfecture. On est sur ton micro. Soulève. Ouais. Gouverneur, préfecture et compagnie, eh bien, c'est Bougla qui a fait en sorte qu'il y a eu des moments cochons et c'est un tel. Enfin, vos ingénieurs ont dénoncé ça à l'époque, j'ai dit, tout le monde vivent ça. D'ailleurs, on a des histoires fameuses dans les épithètes à ça, où le maire en Bertrand a dit aux ingénieurs, ah bien, mais à partir de 6 soir, il ne faut pas là. Parce qu'il y a un coup de moment cochon. Bon, c'est ce phénomène de fraude là, ça. Ensuite, c'est la fraude électorale. La fraude électorale. Il y a un phénomène de clientélisme. Ouais. Mais à tout moment, si vous voulez, pas une véritable liberté de construire politiquement et d'exprimer politiquement. Donc, c'est là le fondement. Et cette question-là, ça, il a trouvé encore actuellement. Oui, bien sûr. Phénomène à Jean-Loup traité problème à la Covid et tout ça, d'aller montrer ça un certain nombre de biens. Bon, nous pas tenons pratiquement pour un droit de regard, pour un droit d'expression, nous pas monter pour un comité scientifique, nous pas faire, enfin, ni tout un certain nombre de biens comme ça, où nous te appuyer nous en l'air, ça que nous n'y a dans l'existant à cause de nous pour nous te maîtriser aussi. À partir de nous, c'est la préfecture, l'ARS, qui a dit nous, mais c'est ça pour faire, mais ça pas. Sans problème avec les parents à cause des problèmes à masque là pour ces petits-là, il y a ces conceptions-là, ça, c'est-à-dire des applications à des mesures sans que véritablement nous pédagogie, nous pédagogie, nous explication, nous compréhension. On ne parle pas que le pays n'est pas technique des contradictions, hein, mais moins ce qu'on comprend, plus seul. Donc, en réalité, si vous voulez, c'est là. Alors, on a qu'à le marché quand même. Oui. On te dit rapidement les problèmes à le marché. Pour que le marché puisse réguler, il faut que véritablement il contrôle. Voilà. Or, les puissances financières à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout, et les représentants politiques qu'elles nous nient, il n'y a pas indépendants des puissances financières non plus. Donc, il faut chercher à réguler ça que les puissances financières n'ont pas envie de réguler. Il faut savoir ça. Donc, à niveau là, ça. Or, tout le temps qu'on parle de liberté, effectivement, politique, on ne peut pas. Il ne faut pas comprendre que l'État qui a appuyé justement ces classes et puissances économiques-là, qui est régulé, on dit que c'est pour pas régulé. Juste un tout petit exemple, j'ai essayé de parler de long, pour montrer ce niveau de complexité. D'accord. Parce que c'est intéressant. Le niveau de complicité, c'est justement la relation qu'il y a entre la gestion sociale d'une situation et la gestion clientéliste de la situation. Bien sûr. Parce qu'entre les deux, il y a la délégation de la démocratie représentative. Donc c'est subtil, mais c'est un mécanisme qui est intrinsèque à la démocratie. Donc, qui finance ? C'est pas l'élu, hein. L'argent vient de la France, hein, même si on la pompe, comment on appelle ça, l'impulsion, enfin tout ça. Qui régule ? Bon, qui rend compte ? À qui on rend compte ? Et enfin, final, pour ce que tu disais, pour quelle politique ? Donc, il est clair que la seule part qui était laissée pour les élus, c'était de confondre une problématique sociale d'après la période, enfin pas coloniale, mais comment dirais-je, les industries de l'agriculture à l'époque. Bon, tout ce paquet au nom du misérabilisme local, au nom de la précarité, au nom de tas de trucs. Moi, je suis prêt à croire que les élus, et j'ai fait un document là-dessus par rapport à des hôpitaux à Martinique, le responsable de l'hôpital, et je veux bien croire que l'élu de la Guadeloupe, à un moment donné, s'est senti responsable de son peuple et a créé des emplois pléthoriques pour répondre à une urgence sociale. Moyennant quoi, comme on est une démocratie représentative, cette gestion sociale des situations autour de la précarité et du statut de la précarité est passée à une gestion du clientélisme, tout naturellement. En termes d'analyse de système, c'est un glissement. Et là, on trouve tous les rapports de complexité qui vont créer entre les gens un espèce d'entre-nous, entre deux, qui va faire toute la dérive, au bout d'un certain temps, avec l'épaisseur du temps, toute la dérive des institutions. Donc maintenant, on a beau jeu de dire, parce que maintenant, c'est l'épreuve des faits. Hein, c'est bon, l'argent d'où il sort, quel est le résultat de vos politiques publiques, quelle est la rentabilité, etc. Et là-dessus, on est complètement en dehors de tout. Regardez les employés cantonaux. Pour faire 500 mètres de route, il y a 400 personnes, vous passez le matin, quand vous revenez le soir, rien n'est fait. Donc, il ne faut pas déconner. Donc, je retiens une idée que Raphaël a développée, c'est celle de la liberté politique. En fait, peut-être. Oui, y compris avec le piège qu'il y a dans cette liberté-là. C'est ce qu'on appelle en psychologie, nous, le risque de la relation. Je rentre dans la relation, je me base sur des relations, mais je peux être piégé par ces relations-là. Okay. Très bon. Justement, pour céder la parole à Jean, il y a quand même quelque chose qui m'étonne dans toute cette affaire
de complotisme, de déficit d'argent public dilapidé, ou en tout cas mal utilisé, et de détournement, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que où est le moyen de contrôle? C'est la judiciarisation. Alors justement, avant même de passer à la judiciarisation, il y a les services de l'État, et là, je dis que pour chaque chose, chaque acte qu'on commet dans le pays, il y a un service de l'État. Alors eux, ils ne sont pas en complocité, ils sont pas en complocité, ils sont en complot tout court. Parce qu'il y a des ententes. C'est la question que je me pose. Maintenant, est-ce qu'ils sont complicité ou pas? Mais je suis quand même interpellé sur l'affaire de l'eau, sur le MAC, sur l'argent de Kassav, Pélican. Le contrôle de l'égalité. Il y a quand même un endroit où l'État contrôle chaque citoyen individuellement et chaque action des entreprises ou des associations, c'est contrôlé par l'État. Pourquoi nous n'avons pas ce contrôle pour interpeller, pour tirer la ficelle et ramener les gens à l'ordre et s'il le faut passer à la judiciarisation? C'est la vraie question, mais il faut bien comprendre que jusqu'à un certain niveau, ça sert les intérêts de l'État. Oui, et l'État n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. Il est joueur là-dedans. Bon, c'est cet aspect-là qui me parlait. C'est une belle question. On va donner la parole à quelqu'un qui n'aime pas l'État. Non, mais je crois qu'il n'aime pas l'État. Libéral. Oui, mais je crois quand même on demande trop à l'État. Oui, non trop. Et même dans le schéma qui sera le nôtre demain, il faudra que nous prenions nos responsabilités. Puisque nous aurons notre État à nous. Il faut comprendre le jeu. On demande trop à l'État. Et dans le nouveau schéma, parce qu'il faut y croire, on va changer un beau jour, il faut espérer. Dans un nouveau schéma, il faudra comprendre une chose. Ce que l'État vous donne, l'État prend quelque part. Ça, vous savez, quand Madame Lessertin dit que le département, c'est la mère de toutes les souffrances, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai. La machine économique ne fonctionne pas. Quand quelqu'un ne travaille pas, n'a pas de salaire, eh bien, ça devient un cas social. Il faut qu'il aille voir la collectivité. Mais où la collectivité prend l'argent? C'est l'État qui donne des dotations. Et pourquoi que l'État, mais ici, il y a un grand corps de l'État qui contrôle les instances sociales, voilà. Il y a la chambre régionale, la chambre régionale des comptes, la cour régionale, chambre régionale des comptes, n'est-ce pas, localement. Eh bien, contrôle le fonctionnement de nos collectivités. Mais à quel moment avez-vous vu, un instant, une décision de la chambre, un avis de la chambre, qui soit accepté par les élus, dire ah oui, c'est vrai. Et c'est jamais vrai, n'est-ce pas? Je vais t'interrompre pour te poser une question. Oui. Jean, si on va conclure maintenant, s'il fallait que tu dises quelque chose sur un peu d'espérance, un complot guadeloupéen, comment tu vois notre réponse à nous face à cette situation qui est quand même dramatique? Alors, René a dit la liberté politique peut être un chemin. Raphaël, attention, il y a peut-être des contre-coups de cela. Toi, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais très sincèrement, nous sommes dans un labyrinthe. Quelque chose de complexe où on est perdu. Il faut faire preuve, donc. Mais par contre, il faut faire preuve d'intelligence. Ce qui nous reste, c'est l'intelligence. D'accord, très bien. Ouais. Je termine là-dessus. Vraiment. Oui. Comment tu vois ça, toi? On a parlé du complot, au-dessus de notre tête, on a mis en cause de l'État vers la fin, c'est une bonne chose. On a parlé de la liberté politique, qui est peut-être une issue. Jean dit l'intelligence des Guadeloupéens. Toi, tu dis quoi, toi? Moi, j'aimerais bien faire partie d'un complot. Oui. Mais le complot, un complot de tout l'ensemble des Guadeloupéens pour l'honnêteté et pour travailler, gagner sa vie à la sueur de son front. C'est intéressant. Sur la gauche, vos conclusions. Je suis bien d'accord avec ce que tu travailles, j'ai aucun problème. Mais ça doit passer par une véritable émancipation, c'est-à-dire une capacité de pouvoir nous prendre en main, de pouvoir forger notre destin et notre organisation sociale et autres, mais sans que nous soyons esclaves de schémas venus de l'extérieur, etc. C'est-à-dire une véritable... Il ne faut pas être à nous-mêmes. Oui, une véritable émancipation. Oui. Alors, pour pouvoir répondre à Raymond tout à l'heure, ce n'est pas un problème de savoir est-ce que la France doit être présente ou pas la France. La France existe comme pays, il y aura toujours des relations, ce n'est pas là le problème.
C'est un problème d'émancipation et ça passe par nous, Guadeloupéens. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. L'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse travailler, que tout le monde puisse avoir un certain nombre de choses, etc. Et qu'il y ait une meilleure répartition des richesses de ce pays et qu'il n'y ait pas non plus, si tu veux, des phénomènes de discrimination parce qu'il y a eu des rentes d'intérêt, que tout ça soit mis à cela. Et arrêter le fond de tout. Oui, ça peut se faire. Pourquoi pas. Moi, je suis pour complètement. Parce qu'on est fort, justement, dans cette dimension souterraine, informelle, mais qui constitue le cœur, le magma du développement futur. Le magma, effectivement, comme dit René, ce n'est pas le modèle venu d'ailleurs. Le modèle doit venir de nous. Et donc, moi, je serais pour une critique constructive, dans un premier temps. Bon, le rôle de l'État, c'est superbe, mais l'État joue beau jeu dans l'analyse, dans le contrôle de la dérive instituée, pour ne pas dire institutionnelle. Donc, il est temps qui garde la paix sociale, qui garde ces trucs et qui fonctionne. Il va jouer les uns contre les autres, n'importe quoi. Enfin, l'État n'est pas un partenaire neutre. Plus. Bon, et puis la deuxième chose, bien sûr, donc, d'une part la critique constructive, mais critique quand même, constructive, et qu'on accepte le dialogue, ce qui n'est pas évident dans notre culture. Et puis la deuxième chose, je rejoins effectivement Raymond, une vision partagée. Non pas sur le passé, peut-être même pas sur le présent, mais sur l'avenir. Eh bien, merci. Nous allons arrêter sur cette note d'espérance, Raphaël Speronel. Le couple guadeloupéen est possible en projetant sur l'avenir. On est tous là. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que le débat va continuer chez vous. Et avant de partir, je vous propose 30 secondes d'une chanson, cette fois-ci, qui n'est pas de la provocation, qui est politiquement correcte. C'est Sahel qui dit « Tiens, Béred, pas molly ». Merci beaucoup. À bientôt. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret pas molly. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret pas molly. C'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour les sans-abri et les affamés, les orphelins.